l'histoire d'une enfant qui a grandi avec un proche atteint de la maladie de Parkinson. Et cet enfant, elle voyait son proche avec un membre qui fonctionnait pas régulièrement. Un jour, c'était un bras, un autre jour, c'était une jambe. Même une fois, c'était la langue qui fonctionnait plus. Et un jour, elle demande à son proche, mais pourquoi ça fonctionne plus, ton organisme? Et son proche lui a répondu, si on te demande, tu diras que tu sais pas. Ça lui a pas convenu, cette réponse. Cet enfant, elle a toujours voulu comprendre pourquoi l'humain dysfonctionne et comment faire en sorte que ça fonctionne mieux. Et cet enfant et cette histoire, c'est la mienne. J'ai toujours voulu comprendre le dysfonctionnement de l'humain pour éventuellement faire en sorte que ça fonctionne mieux. Je m'appelle Anne-Laure. Anne, c'est la scientifique. C'est celle justement qui a voulu comprendre dans un premier temps pourquoi une cellule, excusez-moi l'expression, pète les plombs et devient cancéreuse. Donc j'ai fait une dizaine d'années en recherche en cancéro pour faire en sorte que ça fonctionne mieux. Et puis je me suis trouvé un moment limité dans cette quête de vouloir comprendre le dysfonctionnement humain et je suis allée vers Laure. Laure, c'est la professionnelle de l'accompagnement, c'est la psychologue en devenir, je ne suis pas encore psychologue, bientôt, dans 1 an. Et c'est celle qui veut comprendre le dysfonctionnement de l'humain au niveau, au niveau des systèmes humains et notamment dans les enjeux de transition. Alors ça fait un peu trouble dissociatif de l'identité quand je dis Anne et Laure. Je vous rassure, aujourd'hui on va bien. Et donc je vais vous proposer un voyage un peu différent de ce que vous avez vu aujourd'hui, parce que je ne suis pas du tout dans le milieu du nautisme, je suis vraiment dans le milieu de la psychologie et des neurosciences. Je vais vous proposer un petit voyage justement pour comprendre pourquoi c'est pas si évident de changer. On sait aujourd'hui qu'il faut changer, mais on n'y arrive pas forcément. Et je vais vous le proposer, ce petit voyage sous l'angle des biais cognitifs avec quelques antidotes. Alors vous allez voir, cette première partie, elle est un peu anxiogène, parce que ça nous permet de comprendre pourquoi on a des freins à l'inaction. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais vous proposer aussi d'aller dans un espace pour trouver des leviers d'action. Et enfin, dernière partie, je me suis lancé un petit défi. Je vais vous proposer un coaching en live avec l'un d'entre vous pour assouplir un des biais dans un enjeu de transition. Avant de vous montrer, donc il va y avoir une petite vidéo là juste après. Avant de la lancer, juste que je vous pose le cadre, qu'est-ce qu'un biais ? Un biais, c'est tout simplement un automatisme que notre cerveau a mis en place. Alors attention, notre cerveau n'est pas fainéant, contrairement à ce qui a été dit. Notre cerveau, il est économe. Notre cerveau, il économise du temps et de l'énergie, parce qu'il a une quantité de décisions à prendre chaque seconde. Et donc, il va automatiser. Et parmi ces automatismes, il y a notamment les biais, qui sont dits biais cognitifs ou biais décisionnels. On en a identifié plus de 200. Là, en 15 minutes, on va en explorer 3. Le premier, je vais vous le présenter à l'aide d'une vidéo. Alors vous allez voir, c'est une vidéo, ce sont des chiens, et je vais vous inviter à faire un parallèle avec nos comportements, nous, d'humains. En fait, cette vidéo, elle est drôle parce qu'en fait, on voit des chiens qui s'aboient dessus. La barrière se lève et les chiens s'en vont, arrêtent de s'aboyer dessus. Et en fait, le parallèle qu'on peut faire, c'est que nous aussi, humains, on peut s'aboyer dessus et à partir du moment où la barrière se lève, on arrête de s'aboyer dessus. Dans quel contexte on fait beaucoup ça? Derrière son écran. Quand on est derrière son écran, et notamment dans les réseaux sociaux, c'est plus facile, le comportement qu'on les appelle les haters, de donner son opinion, voire d'aller dans un espace un peu agressif que quand on a la personne en face de nous. La même chose aussi quand on est derrière sa voiture. Et moi la première, les mots d'oiseaux les noms d'oiseaux qui peuvent circuler, et parce qu'on se sent protégé derrière notre carcasse. Et justement, je viens de mettre le premier mot, c'est qu'en fait, ce biais, c'est ce qu'on appelle, c'est en lien avec un biais qui s'appelle le biais de conformité. Je ne vais pas oser prendre la parole en public, je ne vais pas oser dire mon opinion quand je suis en face d'un groupe, je ne vais pas oser aller à l'encontre de la majorité, parce que si je fais ça, je prends le risque de m'exposer à du rejet. Je prends le risque d'être isolé, je prends le risque d'être mis à part mon clan. Alors c'est une mémoire qui est très archaïque, parce que j'en entends déjà certains d'entre vous qui disent non, moi j'ai aucun problème, je me conforme pas. En fait, on est bien plus que ça, bien évidemment, mais il y a toute une partie de notre cerveau qui est encore cet héritage de nos ancêtres, les hommes primitifs. Il faut savoir que notre société, elle a évolué à un rythme effréné. On est passé d'une révolution agricole à une révolution industrielle, à une révolution numérique, et là on est en train de vivre une révolution de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que notre cerveau, il est resté à cette époque-là.
On a hérité de notre cerveau des hommes primitifs. Donc il y a toute une partie de notre cerveau, et à nouveau on est bien plus que ça, et en même temps on est aussi sous l'emprise de mécanismes archaïques. Et ce biais de conformité, c'est vraiment la tendance à suivre l'avis ou le comportement du plus grand nombre pour s'intégrer socialement. C'est un mécanisme de protection, parce qu'on est des êtres, avant tout des êtres sociaux. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui parlait de créer des liens. On a besoin des uns et des autres pour vivre ensemble. À partir du moment où je suis exclu d'un clan, je suis en danger de mort. Alors, en quoi ce biais peut-il être un frein pour le passage à l'action, et notamment dans les enjeux de transition écologique ? Eh bien, parce que comme on a besoin d'appartenir à une communauté, ça peut être un frein dans le sens où, par exemple, en discutant avec certains d'entre vous, j'ai réalisé à quel point le monde de la navigation, c'est une véritable communauté d'appartenance. Et c'est une communauté d'appartenance qui est de façon consciente ou inconsciente et un peu sous l'emprise d'une mythologie autour de la navigation qui est le côté surhomme, surfemme. Dans la course en mer, il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'appartenance aussi à une famille qui en plus se transmet de génération en génération. Il y a une véritable culture collective. Donc c'est tous ensemble qu'il y a des mentalités à changer, et c'est là où ça peut devenir un levier, ce biais de conformité. J'en ai entendu beaucoup d'entre vous, diapo suivante s'il vous plaît, de proposer finalement pour changer les mentalités. L'idée, ça va être de petit à petit basculer vers une nouvelle norme. Je pense notamment à une discussion que j'ai eue avec Arthur, votre conférencier juste avant, où un de ses projets, c'est notamment d'accompagner des jeunes lycéens qui sont des futurs pêcheurs, marins-pêcheurs, à changer leur façon de voir la mer, à changer leur mentalité, leur vision de la mer. Là, on va pouvoir petit à petit proposer des bascules tous ensemble. À côté de ce biais de conformité, il y en a d'autres. Je vous propose un autre petit exercice. Je vous invite à lire cet ensemble de chiffres. Et si je vous posais la question, je suis sûre qu'une grande majorité d'entre vous ont repéré immédiatement le 9 x 10. On repère la faute, on repère l'erreur, on repère tout ce qui est différent. Et on repère l'erreur, surtout en France, le droit à l'erreur, il est assez limité. Et en fait, ça encore, c'est un mécanisme aussi archaïque de notre cerveau. Notre cerveau va repérer immédiatement ce qui est différent, ce qui sort du commun, ce qui est inhabituel. C'est un effet qu'on appelle l'effet Restorff. L'effet Restorff, c'est vraiment celui-là. C'est assez facile de repérer immédiatement où est la tomate rouge par rapport à toutes les autres tomates vertes. Notre cerveau va donc scanner son attention, et là, il y a vraiment, ça vient déclencher les mécanismes de l'attention sur tout ce qui est différent, nouveau, parce que c'est potentiellement dangereux. Un autre petit exercice pour vous faire prendre conscience de cette fonction de préservation. Imaginez-vous devant un buisson. Qu'est-ce que vous préférez croire ? A, qu'il y a un tigre caché derrière alors qu'il n'y en a pas, ou B, qu'il n'y a pas de tigre alors qu'il y en a un. À main levée, qui préfère A ? Ok. À main levée, qui préfère B ? Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour les B, vous êtes morts. Naturellement, notre cerveau va préférer imaginer un potentiel danger, sinon on ne serait pas en vie aujourd'hui. Imaginez les hommes primitifs, s'ils avaient vu un mouvement derrière un buisson, puis ils s'étaient dit « Attends, on va prendre une petite tisane, on va juste évaluer, on verra après », ben on serait fait bouffer. C'est vraiment cette fonction de préservation, de protection qui est dans, à nouveau, je précise, on est bien plus que ça, et en même temps, il y a cette fonction de préservation qui est dans notre cerveau archaïque, on est sous l'emprise encore de ces mécanismes-là. Ça, c'est directement en lien avec un biais qui s'appelle le biais de la négativité. Le biais de la négativité, c'est la tendance de notre cerveau à scanner toutes les informations négatives et à leur donner plus de poids, plus d'importance que les données positives. C'est ce qui permet d'assurer notre sécurité, notre préservation. En quoi ce biais de la négativité est un frein au passage à l'action ? Bon, je viens de le dire, c'est cette idée on est un scanner à menaces, donc on va être sous l'emprise, et d'ailleurs c'est des menaces qui sont réelles ou imaginées. La plupart d'ailleurs de nos peurs sont des peurs prévisionnelles, des peurs projetées. Et ces peurs vont activer le mécanisme de stress. Et ça, c'est des freins très forts au passage à l'action, et souvent on n'en a pas conscience. Les peurs, par exemple, ça peut être dans votre milieu, ça peut être la peur de perdre... je vais peut-être perdre de l'argent si je me mets à produire des bateaux à voile. J'ai peut-être peur aussi, j'ai peut-être peur aussi de perdre ma maîtrise technique si je m'engage dans des composites en lin. Vous voyez, toutes ces peurs-là peuvent être des freins à l'action.
c'est ce passage-là que je vais vous proposer d'explorer en coaching avec l'un d'entre vous, comment on peut assouplir ce biais de la négativité. Parce qu'une chance, c'est qu'on est sous leur emprise, mais quand on commence à en prendre conscience, on peut poser des actions pour aller les assouplir. Et donc je vous le disais, un autre biais que j'ai envie de vous présenter en lien avec cette image. Donc là, on imagine une discussion entre un collaborateur et son dirigeant. Et le dirigeant dit la chose suivante: c'est une approche vraiment innovante. Malheureusement, nous ne pouvons pas l'appliquer, ça n'a jamais été fait auparavant. Et je suis sûre que ça doit vous parler, parce que dans les enjeux de transformation, c'est vraiment ça. Et ça, c'est en lien avec un biais qui est très puissant, qui s'appelle le biais de l'évitement des pertes. Le biais de l'évitement des pertes, c'est la tendance de notre cerveau à accorder plus d'importance à des pertes qu'à des gains équivalents. Alors, je vais le détailler un petit peu, ce biais-là. Donc, en fait, il y a comme une délibération interne entre gain-perte. Une chose qui vous paraît évidente, c'est s'il y a plus de pertes que de gains, j'y vais pas. Ça, c'est facile à comprendre. Si les pertes sont les mêmes que les gains, j'y vais pas non plus. Mais là où c'est encore plus vicieux, sur la diapo suivante, vous allez voir que notre cerveau, donc, il fait ça sur la situation désirée, le comportement qu'on souhaite adopter, l'installation, de l'implantation d'un nouveau projet, etc. Donc, quel que soit l'objet ou la situation désirée, perte-gain. Donc, j'y vais pas si les pertes sont équivalentes aux gains ou si les pertes sont plus grandes que les gains. Mais là où c'est plus vicieux, c'est que notre cerveau, il fait aussi ça sur, mais finalement, ce que je gagne à ne pas changer, si ça c'est plus lourd, que ça pèse plus dans la balance que les gains à changer, j'y vais pas. Là, il y a vraiment un enjeu d'aller basculer vers ce qu'on appelle, donc là-bas, c'est les gains attendus, mais ici, c'est ce qu'on appelle les gains cachés, les gains secondaires. Si ce que j'ai à gagner de ne pas changer est plus grand que les gains à changer, j'y vais pas. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur. J'entendais des conversations tout à l'heure, notamment, alors sans vouloir cibler personne, mais les enjeux d'argent et les enjeux de pouvoir ici sont très forts. Je préfère gagner ma situation de pouvoir et gagner et continuer à avoir un certain chiffre d'affaires plutôt que d'aller là-bas. Bon, je vais m'arrêter là parce que je risque de lancer des débats. Mais vous voyez cette idée d'aller finalement mettre à jour les gains-pertes des deux côtés. Alors, biais de la négativité et biais de l'évitement des pertes, finalement, les deux ensemble, comment on peut faire pour... ou j'ai peut-être mis une diapo, oui, d'abord sur en quoi c'est un frein en passage à l'action, juste revenir sur ce biais de l'évitement des pertes. Donc, deux points qui sont importants, là, c'est qu'il y a une délibération interne, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une mise en tension de notre cerveau. Alors, c'est pas conscient, on n'a pas conscience de ce mécanisme-là, mais concrètement, ce qui se passe, c'est que notre attention, elle est complètement détournée. Et en plus de ça, là je viens de le dire, la peur de perdre de l'argent, mais c'est aussi la peur, donc le confort matériel, mais aussi on va avoir peur au niveau identitaire. J'ai reçu le témoignage notamment d'un intervenant qui me racontait le témoignage d'un skipper qui disait j'ai eu un problème en mer, donc je prends la décision d'arrêter et de changer, mais alors qu'est-ce que c'était agréable d'être un héros. Il y a vraiment une personnification très forte dans le milieu de la mer et ça peut aller jusqu'à mais est-ce que je suis prêt à perdre qui je suis si j'arrête? Et donc ça, c'est un biais qui est très très fort. Alors qu'est-ce qu'on en fait? C'est là où je peux aussi proposer de les mettre en relief, c'est le biais de l'évitement des pertes et biais de la négativité, parce que les deux vont activer des craintes. Donc la première étape, c'est de les identifier, ces craintes. La plupart du temps, elles ne sont pas réelles, elles sont projetées, imaginées. Et puis, c'est d'aller poser un cadre de sécurité, c'est-à-dire quels moyens d'action je peux donner pour aller rassurer, pour aller les désamorcer, ces craintes, et puis sans oublier aussi de donner du sens et des récompenses. Notre cerveau, c'est une bestiole à récompense, j'allais dire. On a besoin d'avoir des récompenses, tout en ayant du sens et un espace de sécurité. Alors voilà, ça c'est, si on fait un petit résumé finalement de ce que les biais nous apprennent, leur rôle. Donc je répète, notre cerveau n'est pas un fainéant, notre cerveau est un économe. Il économise temps et énergie. Dans quel but? C'est de nous préserver, c'est une fonction de préservation. Je préfère créer des automatismes pour être sûr et être disponible à ce qui est présent devant moi. Le mode réflexif demande du temps et de l'énergie. Donc j'économise. Ça, c'est le rôle des biais cognitifs, qu'on appelle aussi biais décisionnels, parce qu'ils nous poussent à prendre des décisions. Les conséquences, c'est qu'on peut avoir un jugement altéré. Et qu'on peut être sous l'emprise, on est sous l'emprise d'automatisme, et qu'on peut se poser la question du libre arbitre. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On a quand même des pistes d'action, des leviers d'action pour proposer un passage à l'action.
je vais vous proposer donc 5 ou 6 pistes d'action pour vous donner des outils sur comment lever ces freins finalement et de quoi notre cerveau a besoin. Notre cerveau, il a d'abord besoin de sens. Nous sommes des êtres de sens. Pourquoi je change? Et je vais où? Je me souviens quand j'ai discuté avec Simon, je ne sais pas où est Simon Fellous, il est par là, ouais, coucou. Quand je discutais avec Simon Fellous, qui a ouvert la série de conférences ce matin, il me disait, mais tu sais Anne-Laure, moi quand j'ai lancé mon projet de course en large, je ne pouvais pas imaginer mettre autant d'énergie et de ressources si ça n'a pas une utilité sociale. Ça, c'est le sens pour Simon, c'est ce qui lui permet de passer à l'action. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi, et là je vous l'ai dit, de la sécurité. Croire que c'est possible d'y aller. Mais pour croire, il faut donner les moyens d'agir. Et là, c'est là aussi, on va, dans le petit coaching express, que je vais vous proposer aussi comment on peut changer de stratégie quand on est sous l'emprise de nos peurs pour trouver d'autres moyens d'agir. On a aussi besoin de temps et de répétition. Alors celui-là, ce point-là, il est intéressant parce que souvent on me dit « Anne-Laure, on n'a pas le temps ». Et c'est vrai qu'on n'a plus le temps. Et en même temps, notre cerveau a besoin de temps. Je vais vous faire un petit exercice. Je vous invite tous à croiser les bras. Regardez comment vous avez croisé vos bras. Donc généralement, on a une main au-dessus et une main en dessous. Il y a toujours des gens un peu bizarres, mais généralement, c'est à peu près ça. Je vous invite maintenant à inverser. Qu'est-ce que vous vivez? Généralement, vous vivez c'est pas confortable. C'est pas confortable, et si on devait... De quoi on aurait besoin si on voulait acquérir ce nouveau automatisme? Du temps et de la répétition. Donc là, il y a vraiment cette étape d'accepter l'inconfort et de s'entraîner. J'ai eu la chance d'échanger à plusieurs reprises avec notre championne du monde, et Camille me disait, on parlait de l'entraînement en fait. Les sportifs de haut niveau, ils répètent dans le temps. Moi, je dis aussi souvent que pour être heureux, c'est un sport de haut niveau. C'est la même chose, c'est de l'entraînement. Et le changement, la transition, c'est la même chose. Il y a vraiment cette étape d'accepter l'inconfort et d'autoriser de répéter dans le temps. Autre levier, et non le moindre, la récompense. Là, à nouveau, qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que je gagne à changer et qu'est-ce que je gagne à ne pas changer? Dans ce levier récompense, deux pistes qui me viennent à l'idée. La première, c'est vraiment au niveau de la récompense en tant qu'individu, c'est-à-dire ça peut être, par exemple, je fais une petite fixation, je vais revenir dessus après. Un des exemples qui est intéressant aussi dans la récompense, ça peut être fuir une punition. Là, je vais insister un petit peu là-dessus parce que fuir une punition, c'est qu'à un moment donné, je crois qu'on va devoir passer par des mesures coercitives. Fuir une punition, ça veut dire quoi? C'est que on a tous un code de la route. On est tous maintenant dans le vivre ensemble. Et moi, une de mes récompenses, ça va peut-être paraître bizarre, mais c'est que quand j'ai repéré un radar, je suis contente de ralentir pour pas me prendre une prune. C'est une récompense de respecter finalement le code de la route. Et donc là, ça va me faire passer par des mesures coercitives. Et ça y est, le premier exemple m'est revenu. Un autre exemple peut être aussi, par exemple, en fait, c'est en discutant avec l'un d'entre vous aussi qui me disait « Ouais, moi, ce qui est important pour moi aussi, c'est d'avoir une certaine visibilité. » Et par exemple, il y a certains... Alors, la transition écologique, elle est quand même assez récupérée en ce moment par les médias. Et il y a certains médias, alors je crois qu'il y a la rédactrice en chef de Voile et Voilier qui est dans la salle, qui a fait je crois, un de ses derniers numéros sur la transition écologique. Et donc là, ça peut être une récompense d'avoir son projet en visibilité, d'avoir son projet à la une d'un magazine. C'est une forme de récompense. Et dernier levier, s'ajoute au sens, la sécurité, le temps et la répétition, nous sommes des êtres sociaux. On a besoin de liens. Et le levier coopération, donc dans la coopération, il y a comment on peut mutualiser toutes nos compétences, mutualiser nos connaissances. Et finalement, ce levier collectif, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, merci à la région Bretagne d'organiser cette journée parce que vous activez ce levier collectif. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir changer petit à petit les normes. Quand j'entendais certains d'entre vous qui me disaient mais tu sais, autrefois, quand on était marin, on jetait nos clopes dans le large, dans la mer, nos sacs poubelles. C'est inenvisageable maintenant. Enfin, en tout cas, j'ose espérer que c'est inenvisageable. Mais vous voyez comme les changements de mentalité ont évolué. Et c'est tous ensemble qu'on peut adopter des changements de mentalité. Alors voilà ce avec quoi j'avais envie de vous laisser.
ces freins et ces leviers au passage à l'action. Et je vais terminer donc mon intervention avec un mini coaching express. Et donc pour ça, je vais avoir besoin qu'on rallume la lumière. Oui, bonjour. On va annoncer la transformation à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Qu'est-ce qui est fait là? Oui, on avait répété, souviens-toi. Car vous allez assister à un tour de magie exceptionnel. C'est un moment inouï, ça s'est jamais vécu. C'est ça, Alors, hein. Jamais. Ah, jamais. Jamais devant autant de monde. Non, j'ai Ok. jamais fait ça devant autant de monde. Ni en Europe, ni dans le monde, ni en France. alors Nouvion va Je se fais dans l'ordre transformer de sous vos yeux en coach. Attention à 3. 1, 2, 2, 3. Coach. Ça C'est va. fantastique. Olivier. Ok. C'est bon, je peux reprendre le... Ça y est, vous êtes coach. Ça y est, je suis coach. Ouais. Ça y est, ça se voit bien. Aussi, on voit la différence. Alors, à partir de maintenant, sachez qu'elle lit dans votre cerveau. Bon coaching. C'est plus quand j'étais en mode scientifique que je lisais qu'en mode coach. Ah, ok. Ah, ben j'aurais dû faire gaffe. Oh là là. J'ai pensé à plein de trucs, n'importe quoi. Alors, ce que je vais vous proposer, ça va être de faire vivre à l'un d'entre vous un coaching. Pour ça, qui a des craintes dans un projet de transformation? Donc un projet de transformation étant j'ai envie d'instaurer un nouveau projet. En fait, on en a tous, hein, des enjeux de transformation. Qui a des craintes, qui souhaite bien évidemment lever ses craintes avec moi en direct. Alors vous allez voir, je ne mords pas. L'idée, ça va être de faire un petit voyage ensemble pour aller assouplir un des biais, qui est le biais de la négativité et le biais de l'évitement des pertes, dans un de vos projets. Qui c'est qui aura envie de jouer avec moi? Il va me falloir au moins un cobaye. Hein. Alors ça, c'était mon grand risque, c'est qu'il n'y ait personne qui lève la main. Ok. Il y a 15 déçus là-bas qui avaient levé la main. Olivier. Alors, on a un micro pour toi, Olivier, quelque part. Il marche. Lequel marche? Ils marchent tous. Et- On a une régie de folie. J'ai pris le scotch jaune. Je ne sais pas si ça a une importance, mais... Ouais. Olivier. Bonjour. Alors, Olivier, on peut se tutoyer? Oui, je t'en prie. Tu confirmes qu'on ne se connaît pas? On ne s'est jamais rencontrés? Non. Ok. Je fais un peu comme le magicien là, qui confirme que ce n'est pas mon complice. Merci d'accepter de faire cette mini démonstration. Ce que je vais te proposer, c'est de vivre un petit voyage en lien avec des craintes que tu as dans un projet. Alors déjà, quel est ton projet que tu souhaiterais explorer? Ah, il faut dire le projet, parce que je peux pas... Juste le projet, un mot-clé pour le projet. Alors tu sais qu'il va falloir que tu me parles quand même. Un projet de changement, oui, un projet de changement, on va dire. Je peux pas en dire plus. D'accord, donc C'est je secret. l'appelle... ça commence bien. Et t'es au courant qu'il va falloir que tu me parles un petit peu plus après? Bon, d'accord, Ouais. mais je me Non, suis non, pas mais rendu c'est compte ok. qu'il y avait tout ce monde. On l'appelle projet de changement. Oui, et ça concerne le travail, et pas ma personne. D'accord, mais je l'appelle projet de changement, ça te Pourquoi va? pas, oui. Ok, projet de changement. Donc, projet de changement. Alors, regarde dans ce qui se passe dans ton cerveau en lien avec ce projet de changement. C'est que tu as des craintes. On va y venir après. Ces craintes, elles ont des conséquences. Jusque-là, tu me suis? Oui. Oui, tu peux regarder. Ouais, je viens de voir qu'on était là. Ouais. Ces craintes, elles ont des conséquences. Et souvent, oui, ça fait bizarre hein, de se voir. Souvent, notre cerveau, il est orienté conséquences. Moi, ce que je vais te proposer, c'est de vivre un voyage à la source. C'est-à-dire, les craintes, elles sont là pour une bonne raison. Elles ont une fonction qui est une fonction de préservation. Hein, toutes nos craintes sont là, et ça peut paraître surprenant, hein, mais elles ont une utilité. Ça va jusqu'à maintenant? Okay. Donc c'est ce petit voyage que je vais te proposer de faire. Ma première question, c'est quelle est ta crainte majeure en lien avec ce projet de changement? Dans le cadre du boulot, alors en l'occurrence, il s'agissait de faire augmenter la charge de travail sur la structure où je travaille. Là. Et ma crainte, c'était les conséquences que ça allait avoir avec l'équipe. Me dire, comment je vais faire accepter ça? Okay. Moi, je suis motivé, je suis chaud, mais je savais bien que j'allais avoir des freins. Ok, donc c'est ta crainte que ça ne soit pas accepté, c'est ça? Exactement, on peut dire ça, ouais. Donc je vais mettre que le projet ne soit pas accepté? Oui, au projet mal accueilli, on va dire. Ok, projet mal accueilli ou pas accepté? Voilà. C'est ça? Mal accueilli. Oula, je pense que je fais une faute là. Il y a le U d'abord. Ouais. Si, c'était Bon, bien. bref, voilà, il y a 2 U. Oui, Voilà, c'est aujourd'hui, je mets 2 U dans l'accueilli. Projet mal accueilli ou
carrément pas accepté. Et les conséquences? Des collègues qui font la gueule, c'est toujours chiant. Donc des collègues pas contents. Ouais. Je vais pas écrire qu'ils font la gueule si ça te Non. va. Ok. Une autre crainte que tu aurais en lien avec ce projet de changement? Donc je crains que le projet soit pas mal accueilli ou pas accepté, puis les collègues vont faire la gueule. S'il y avait une autre crainte? Non, j'en ai pas d'autres. C'est la Ouais, principale? franchement, ouais. Ok, alors on va l'explorer celle-là. Cette crainte-là, d'après toi, alors ça va être un peu bizarre comme question, mais elle est là pour une bonne raison. En quoi elle est utile pour ton cerveau? En quoi c'est utile pour ton cerveau d'avoir la crainte que ton projet soit mal accueilli, voire pas accepté? Et il y a peut-être une dimension sociale, oui, à la reconnaissance, ça touche peut-être sans doute à la petite enfance. Ok. Alors on n'a pas de canapé. Ça, c'est l'étape d'après ça. Pardon. Ok. Oui, parce que je suis aussi psychologue. Non. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Ouais. Ok, du coup j'ai perdu ce que tu m'as dit. Oui, un besoin de. En fait, c'est une histoire de reconnaissance. Ce serait une histoire de reconnaissance. Ouais, pourquoi ça m'embête de ne pas avoir l'assentiment des autres? Je sais pas. Donc ça veut dire que là, ce que j'entends, c'est que tu as touché un truc quand même, c'est que tu aurais un besoin de reconnaissance de ton équipe. Ouais, peut-être, oui. Pourtant, je cours pas derrière. Tu pas cours pas consciemment, derrière. en tout Alors, cas, c'est mais- peut-être pas totalement celui-là. En quoi ça pourrait être important pour toi d'être reconnu par ton équipe? J'aime pas les gens qui font la gueule, ça me saoule. Ok, qu'est-ce que Ouais. t'aimes à la place? Je préfère la joie quand ça Ok. se passe bien, quand c'est fluide. Ok, donc finalement, qu'est-ce qui est important pour toi dans un collectif de travail? C'est l'ambiance. L'ambiance, Ouais. finalement, c'est peut-être ça. Ouais, c'est Est-ce que vrai. ta fonction de préservation, ce serait de conserver comment tu dirais, une bonne ambiance? Ouais, une bonne ambiance, ouais, ça me va bien, ça. Ça te parle plus, Ouais, hein? ah oui, non mais ouais, pourquoi oui, conserver une bonne ambiance, ouais, c'est se faire bouffer par le tigre, mais dans la joie, quoi. Donc je mets conserver une bonne ambiance? Ouais, allez, on peut Ça, dire ça. ça a l'air de Faut avancer. plus te parler que la reconnaissance. Oui, c'est vrai. Ouais. Conserver une bonne ambiance. Ok. Voilà la fonction de ta crainte. Du coup, maintenant qu'on a identifié cette fonction, plutôt que de développer une crainte, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour conserver une bonne ambiance? Ah, j'ai bien une petite idée, mais je peux pas trop en parler là. Il y a beaucoup de choses que je peux pas parler. Non, C'est un peu louche ton projet. Ouais, non Commence à me poser des questions. Moi, j'ai mes fils d'interprétation qui sont en train d'arriver. ouais, donc sans en avoir peur néanmoins. L'idée, c'est de te concentrer sur, finalement, Sur ce qui est l'objectif. important pour moi, Ouais. c'est de conserver une bonne ambiance dans mon équipe. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Qu'est-ce que tu pourrais oser faire pour conserver une bonne ambiance? Alors, soit je fais pas le projet, soit j'amène les croissants tous les matins, Est-ce que c'est suffisant? soit je travaille sur moi. Ok. Donc, il y a une des pistes, ce serait un travail sur soi. En quoi le travail sur soi permettrait de conserver une bonne ambiance? Peut-être de plus n'avoir rien à faire de l'ambiance. Ouais. Ce serait peut-être la solution. Est-ce que ce serait Non, ça ok serait pas pour cool. toi? Ça Donc, c'est serait- pas cool ça serait pour pas toi. super, non. Je pourrais peut-être chercher à comprendre mes collègues et pourquoi ils font. Ok, donc là ce serait vraiment dans cette idée de... c'est le travail sur soi, ça, ou c'est autre chose que tu m'amènes? Ouais, non, ce serait ou alors d'accepter finalement. Comprendre mes collègues et accepter quoi? D'accepter le fait que tout n'est pas rose et Ok, qu'effectivement on fait pas des omelettes sans casser des œufs. donc c'est accepter quoi précisément? Je vais avoir du mal à le dire. Hein. Est-ce que c'est accepter les aléas? Est-ce que c'est accepter... tu vois, tout à l'heure j'ai parlé d'inconfort. Qu'est-ce que tu aurais besoin d'accepter dans cette... Eh bien, accepter l'inconfort du rapport conflictuel éventuellement. Ouais. Ok, accepter l'inconfort du rapport conflictuel. Ok. Alors regarde ce que je te propose comme piste. Un travail sur soi, mieux comprendre mes collègues, et puis éventuellement d'accepter l'inconfort quand il y a des conflits qui se présentent. Ok. Comment ça se passe à l'intérieur de toi quand je te propose ces pistes d'action? Je me dis qu'on va peut-être pas le faire ce projet finalement.
Non, je suis totalement. Non, ça se passe bien dans ma tête quand je dis ça. Je me dis que ce serait bien à 44 ans, peut-être comme ça, de progresser là-dessus, ouais. Ok. Si, c'est une bonne piste. Et alors, quelle pourrait être la première action que tu vas mettre en place suite à ce mini-coaching ? Alors, suite à ce petit coaching, qu'est-ce que je fais demain pour... je vais peut-être annoncer qu'on va plus travailler en hiver. Plus travailler en hiver. À la base nautique. D'accord. Et voir un peu ce que ça donne. Et, non, mais peut-être... c'est effectivement de mettre davantage les pieds dans le plat. Ok, Dans mes mettre un rapports, peu dans mon plus les rapport pieds aux dans- autres et D'accord. de pas avoir peur forcément de froisser en se disant que toute chose qui se froisse Se défroisse. peut se défroisser aussi. Ok. Avec quoi tu repars de ce petit coaching ? Avec quelque chose que je savais peut-être et puis Au fond de toi. qui est peut-être revenu un peu en surface. Ouais. Ok. Merci. De rien. On l'applaudit. Alors pour terminer, je vous invite tous à justement choisir une piste d'action et à compléter le point 4 qui est dans votre petit badge. Vous avez une piste d'action, en tout cas un point 4, vous avez une question qui vous est proposée sur quelle pourrait être votre piste d'action que vous pourrez faire dans les prochains jours et prochaines semaines. Et sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention.